Madame, monsieur, prêt pour un nouveau départ? Alors c'est parti pour un virage à 360 degrés. Et oui, qui n'a jamais rêvé de tout plaquer pour changer de vie? Si certains y songent, d'autres n'ont pas hésité à faire le grand saut et nous les avons rencontrés. Alors quelles ont été leurs motivations? Comment ont-ils procédé? Sont-ils plus épanouis qu'avant? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous l'avez compris, toute la séquence qui suit a été bien sûr enregistrée. Alors ils changent de vie comme de chemise. Voici nos reporters du jour. Loïc de la Mornay qui nous attend au Royaume-Uni, Nicolas Bertrand que nous rejoindrons en Inde, Marc de Chalvron, notre correspondant au Sénégal, et enfin Arnaud Miguet qui a fait le déplacement jusqu'en Thaïlande. Pour la première escale, direction la Grande-Bretagne, où le changement de vie passe avant tout par un virage professionnel. En effet, les reconversions sont monnaie courante au Royaume-Uni. Elles sont même fortement conseillées. Bonjour Loïc. Alors, vous qui êtes sur place, vous la vivez tous les jours, on peut dire, cette mentalité du changement. Comment se manifeste-t-elle au quotidien ? Eh bien Laurent, c'est vrai que régulièrement on est confronté, tout simplement dans le cadre de nos reportages, à des profils comme ça, déjà dès mon arrivée. Je me rappelle d'une de nos premières missions en Écosse où en sortant de l'avion, eh bien, le commandant de bord saluait les passagers. Il nous voit passer avec l'équipe de France 2 avec une caméra. Il nous dit « Oh, une caméra de télévision, ça me rappelle mes années à la BBC quand j'étais preneur de son pendant 10 ans. » On lui a dit « Et de preneur de son, vous êtes passé à commandant de bord, à pilote de ligne ?» Il nous a regardé très étonnant en disant « Évidemment, bien sûr, tout est possible ici. » Je ne dis pas que ce serait totalement impossible en France, mais ce serait certainement beaucoup plus difficile. Et effectivement, eh bien, on constate ça tous les jours. Je veux même vous dire une chose, Laurent, ne pas avoir changé de métier, de virage professionnel complètement après 10 ou 15 ans, c'est être has-been. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez été un peu journaliste toute votre vie, Laurent, mais voilà, nous sommes sans doute déjà has-been ici parce que nous avons gardé le même métier. Et en tout cas, même dans notre métier, justement, la télévision, il y a beaucoup de changements. Le premier de nos portraits qu'on va vous proposer, eh bien, c'est un ancien caméraman de France 2 à Londres qui a tourné beaucoup d'images pour nous et pour les antennes de France 2. Eh bien, vous allez voir ce qu'il est devenu. Regardez ce reportage réalisé par Élise Derbaumet et Nick Bousby. Il a quitté les conférences de presse frénétiques de Londres et les reportages aux 4 coins du monde pour la campagne du Suffolk, laissant la caméra pour son pinceau. Pendant plus de 25 ans, Roy Connelly était caméraman pour des chaînes de télévision et n'avait jamais peint. Ses toiles sont aujourd'hui exposées à la Royal Academy of Arts. S'il adorait son premier métier, il ne regrette pas d'avoir changé de carrière. C'est tellement plus détendu. Je ne reçois plus de coups de fil à 3 heures du matin pour aller filmer un reportage télé. Je suis mon propre patron. Je vis à la campagne et je suis toujours dehors. Je profite bien plus de la vie, tout simplement. Un changement qui s'est opéré naturellement quand Roy est devenu travailleur indépendant. À passer 40 ans, il eut enfin le loisir de commencer à peindre. J'ai reçu un appel un jour pour un travail en tant que caméraman. Je peignais sur le pont de Waterloo et je leur ai dit que j'étais navré, mais que je travaillais déjà. Et j'ai réalisé que oui, c'est vrai, je travaillais. C'est à ce moment que j'ai arrêté d'être caméraman pour devenir peintre. Roger Williams aussi a quitté la ville pour la campagne quand sa vie a radicalement changé. Il était député, mais a dû dire au revoir à la capitale et au banc du Parlement quand il n'a pas été réélu en 2015. Il a repris la ferme familiale sans rien connaître du métier, mais avec philosophie. C'était une vraie déception de perdre mon siège au Parlement. Je ne l'avais pas anticipé. Tous les signaux pointaient vers une réélection. Ce fut une terrible défaite pour moi. Mais je ne pense pas que la vie politique doit être éternelle. Par contre, cela peut être une partie de votre vie, de votre carrière. Si sa vie a changé, contraint et forcé, d'autres réalisent en cours de route qu'ils se sont trompés de voie et décident enfin de suivre leur véritable vocation. À bientôt 30 ans, Neil Trivedi a quitté une carrière prometteuse et bien rémunérée dans la finance pour reprendre des études et devenir médecin. Une transition peu évidente mais facilitée outre-Manche. Des universités britanniques offrent des places en médecine à des étudiants plus âgés, issus d'autres disciplines. Neil a pu commencer son internat, bien qu'il n'ait pas étudié les sciences depuis plus de 15 ans. À l'âge de 15 ans, après mon certificat d'études secondaires, j'ai abandonné toutes les matières scientifiques, sans exception.
Elles étaient trop difficiles pour moi et je ne pensais pas en avoir besoin dans ma carrière. Dans quelques mois, Neil sera diplômé et pourra exercer en tant que médecin. Son exemple de reconversion professionnelle est loin d'être unique. En Grande-Bretagne, il n'est pas rare d'avoir plusieurs vies, plusieurs carrières. Une flexibilité qui s'applique dès la sortie universitaire. Valérie Charachon est étudiant français en histoire à Oxford. Un curriculum qui ne l'empêche pas de recevoir des offres d'emploi de tous les horizons. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'une banque. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont intéressées, du secteur bancaire, qui sont intéressées par les étudiants. En histoire ? En histoire. Et c'est ça qui est assez surprenant. Et même le MI6 ouvre ses portes à des profils plus variés. Dans cette campagne de recrutement du prestigieux service des James Bond, cette jeune femme n'est pas ceinture noire de karaté, ni experte en explosifs. Pourtant, elle a des qualités d'observation, d'ouverture sur les autres et d'esprit d'équipe qui font qu'elle ferait une bonne espionne, selon ce slogan. The person you're watching doesn't work for MI6. Loïc, c'est quand même très très étonnant en fait l'histoire de ce futur diplômé de médecine. Ça signifie déjà que chez vous, on peut devenir médecin en 4 ou 5 ans, quel que soit l'âge ou le parcours professionnel. Je ne suis pas le seul à penser que ces études étaient extrêmement longues a priori. Ah oui, par rapport à la France, je crois que c'est 9 années minimum d'études pour devenir médecin. Alors ici, effectivement, avec cette formation accélérée qu'a suivi le jeune homme que vous avez vu dans le reportage, eh bien, il va être médecin en 4 ans seulement. Alors attention, ça ne tombe pas du ciel, c'est non seulement une formation accélérée, donc il y a encore plus de travail que d'habitude, si j'ose dire, il ne fait absolument que ça. Mais effectivement, en 4 ans, il va devenir médecin en dehors avant de suivre des spécialités. Donc comme vous le savez, les médecins, d'abord, on a un diplôme général en médecine, et ensuite on se spécialise, donc il aura quelques années de spécialisation après, mais effectivement, il va l'être beaucoup plus rapidement. Et puis d'ailleurs, dans sa promotion, il y avait une de ses collègues qui, elle, était diplômée en art, en danse, en ballet, et elle aussi, eh bien, elle a pu raccrocher justement cette formation de médecin. Ici, il y a cette notion de si on veut, on peut, à condition évidemment de travailler dur. Et justement, comment expliquer cette facilité de reconversion? Est-ce que c'est propre à la culture anglo-saxonne, comme on dit, connue pour son ouverture, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, peut-être plus financières par exemple? Alors, vous avez totalement raison. Il y a évidemment cette culture d'ouverture, encore une fois, de montre-moi ce que tu as dans le ventre. Si tu es motivé, tu pourras le faire. Ça, c'est très anglo-saxon, très britannique, très américain. Mais oui, il y a une vraie dimension financière. Déjà parce que ici, les universités sont extrêmement chères. Même la première université publique venue, et pas forcément la plus prestigieuse, eh bien, c'est minimum 11 500 € par an. Résultat, eh bien, pour faire des études de 4 ou 5 ans, c'est minimum 50-60 000 €. Souvent, beaucoup d'étudiants doivent prendre des prêts à la banque et ils ne peuvent pas tous le faire. Donc, résultat, beaucoup d'étudiants eh bien, commencent tout de suite dans la vie active. Ils ne font pas forcément d'études. Ils économisent un petit peu d'argent et plus tard dans la vie, quand ils ont parfois 30-35 ans, grâce à l'argent économisé, quand ils étaient juste serveurs, par exemple, dans un restaurant, ils peuvent reprendre des études. Donc, c'est pour ça que le système compense un petit peu cette inégalité de départ pour ceux qui peuvent accéder aux études supérieures et permet, eh bien, sur le tard, eh bien, enfin d'accomplir ses rêves et ses motivations. Et je comprends, et ça peut effectivement donner envie de se mettre au vert. Merci beaucoup Loïc, et à très bientôt évidemment. Nouveau pays, nouvelle vie et nouvelle chance, comme le dit le dicton polonais. Nous partons en Inde, où certaines personnes n'hésitent pas à tout quitter, je dis bien tout quitter, pour donner un sens à leur existence. Et le concept est parfois poussé jusqu'à l'extrême. Bonjour Nicolas. C'est le cas notamment de milliardaires qui ont effectivement choisi de faire une croix, carrément une croix sur leur train de vie, pour se consacrer exclusivement à la méditation. Plutôt radical comme changement. Oui, bonjour, effectivement Laurent, imaginez, vous êtes un des Indiens les plus riches, voire même un des plus riches asiatiques ou un des hommes les plus riches du monde. Vous êtes à la tête d'entreprises, de business, vous avez des centaines d'employés. Eh bien, du jour au lendemain, vous décidez d'abandonner absolument tout, de vivre dans le dénuement le plus total. Et cela va même, comme vous le verrez, jusqu'aux vêtements que vous portez. Eh bien, cela se passe ici en Inde très régulièrement. Il y a une vague de riches Indiens qui décident ainsi de devenir moines jaïnes, une religion locale. Alors pourquoi? Eh bien vous le savez, en Inde, c'est le pays de toutes les inégalités. Les plus pauvres côtoient les plus riches, mais c'est aussi le pays
de la spiritualité avec la religion à tous les coins de rue. Et c'est justement cette quête de spiritualité qui pousse ces milliardaires à tout abandonner. Alors regardez ce reportage, c'est parfois un petit peu compliqué à comprendre pour un esprit occidental. Il est signé Sonia Colavizza et Mégane Guillaume. Dans les rues de la capitale, ils font sensation. Complètement nus, au milieu de quelques fidèles, ces hommes sont des moines jaïns. Ils ont tout abandonné pour une nouvelle vie entièrement dédiée à la spiritualité. Mes proches ne me manquent pas. Ma famille, ce sont eux maintenant. Ils refusent donc de porter des vêtements ou de posséder quoi que ce soit. Pour Viyar Chagar, le changement a été encore plus radical. Avant, c'était un homme d'affaires à la tête d'une petite fortune. Aujourd'hui, il passe la plupart de son temps à méditer. J'ai tout abandonné. Mon héritage, ma fortune, ma maison, mon restaurant et ma voiture. Je n'ai plus aucune possession. Je n'ai même plus le droit de dire c'est mon pays, ma ville, ma famille. Je ne parle plus comme ça désormais. Il faut renoncer au confort de son ancienne vie et accepter de ne jamais rester longtemps au même endroit. Ce n'est pas ma chambre ici. C'est le temple qui me la prête pour 2 ou 3 jours maximum. Leur religion, c'est le jaïnisme, un culte indien ancestral. Les adeptes prient, chantent et espèrent ainsi se purifier. Pour le repas, les principes sont très stricts. Les moines ne mangent qu'une fois par jour et surtout interdiction de parler, d'avoir une assiette et des couverts, ou même de s'asseoir. Des fidèles apportent la nourriture directement dans les mains. Quand vous vous asseyez pour prendre votre repas, vous êtes dans une position confortable. Donc, vous mangez plus. Le but, atteindre l'illumination, un équivalent du paradis. Et pour ça, même les plus riches sont prêts à tout abandonner. Il y a 2 ans, un millionnaire faisait la une des médias indiens. On le surnomme le roi du plastique. Le célèbre businessman Banawal Doshi est devenu moine jaïn. La cérémonie de conversion est grandiose, démesurée. L'homme d'affaires en turban orange salue depuis son char ses quelques 150 000 invités. Un dernier bain de foule avant d'entrer au monastère et de couper contact avec la société. Moi, j'étais un très grand chef d'entreprise. Mais j'ai décidé de laisser ma fortune pour un futur spirituel qui sera bien plus riche. Mais pour les proches, la séparation est parfois déchirante. Le frère d'Amitesh est devenu moine il y a 2 mois. Ensemble, ils régnaient pourtant sur un vaste empire du textile de plusieurs millions d'euros. Là, c'était mon frère, ma belle-sœur et ici mon père. C'est très dur de voir quelqu'un s'éloigner de vous et ne plus pouvoir le voir au quotidien. Vous ne pouvez plus lui parler, plus partager les joies, les peines, les problèmes. Cette vie en marge de la société, il serait près de 10 000 à l'avoir choisie, des pauvres comme des ultra-riches venus de toute l'Inde. Mais dites-moi, Nicolas, que devient l'argent de tous ces moines? Ça représente, c'est sûr, des fortunes, non? Eh bien, dans la plupart des cas, l'argent, la fortune suit la même trajectoire que le nouveau moine, c'est-à-dire qu'il est donné à la communauté ou au temple. Vous n'imaginez pas à quel point certains temples ici en Inde sont richissimes. On parle de plusieurs milliards d'euros ainsi accumulés au fil des années, un véritable trésor de guerre. Mais dans d'autres cas, l'argent reste avec la famille du moine qu'ils ont quelque peu abandonné. Dans le dernier exemple que nous avions rencontré, eh bien, le moine a ainsi laissé sa petite fille de 3 ans et comme son épouse est elle aussi entrée dans les ordres, eh bien, cette petite fille est aujourd'hui éduquée par les grands-parents. Et donc, l'argent du couple va aider pour son éducation et pour les différents besoins de la famille. Mais oui, il y a bien sûr énormément d'argent en jeu lors de ces différentes conversions.
Des milliards, ça ne m'étonne pas. Alors, on l'a vu dans votre partage, c'est moins de vivre entièrement nu. Vous avez d'autres exemples comme ça de modes de vie plutôt extrêmes en Inde ? Eh bien oui, vous n'allez pas être déçus en Inde. Vous savez, dans le pays, il y a des milliers de croyances, des milliers de groupes, plus ou moins sectaires, avec parfois, il est vrai, des philosophies de vie assez hallucinantes. Pour certains groupes, il faut souffrir réellement lors de son existence pour ainsi pouvoir se rapprocher au maximum de Dieu. Par exemple, les Jains, encore eux, parfois décident tout simplement d'arrêter de s'alimenter quand ils veulent atteindre l'illumination. Ils se laissent ainsi tout simplement mourir petit à petit. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de ces fameux Standing Baba. Il s'agit d'hommes qui ont décidé de ne plus jamais s'asseoir, de ne plus jamais s'allonger. Ils vivent ainsi continuellement debout, parfois sur une jambe, et ils sont souvent soutenus par un système de cordes. Voilà, tous ces gens ne sont pas nés comme ça, ils ont choisi cette vie, ils ont tout quitté pour ça. Eh bien, au niveau changement de vie, je pense que vous ne trouverez pas plus radical. C'est clair. Merci Nicolas, et pour ce reportage, et pour bien sûr toutes ces informations, et vous surtout ne changez rien. Alors, il est temps maintenant de faire une petite pause numérique avec Julia Livage, car s'il y a bien un domaine qui a révolutionné nos vies, c'est Internet. Évidemment, hein, sur Internet, lorsqu'on saisit Internet et changement de vie, c'est invariablement la même réponse que l'on nous donne. Comment Internet a changé notre vie, comment cet outil a révolutionné notre existence. Ça démarre le 30 avril 1993, Laurent, avec ça. Alors, on oublie totalement l'esthétique, une simple page blanche avec quelques textes, quelques liens qui vont nous renvoyer vers les principes d'Internet. Alors, évidemment, ensuite, il faut attendre 2006 pour que la moitié de la population française soit connectée. Aujourd'hui, le nombre de domaines qui se terminent par .fr dépasse les 3 millions et 35 millions de Français achètent régulièrement en ligne. Alors vous imaginez ce que ça peut donner. Aujourd'hui, avec les smartphones, les tablettes, on bouge, on se déplace, toute notre existence est calquée sur Internet, on s'en rend même plus compte finalement. Alors ça démarre avec la communication. Évidemment, il y a une vingtaine d'années, seule la poste ou le téléphone permettait de prendre des nouvelles de ses proches. Aujourd'hui, grâce à Internet, les réseaux sociaux, les messageries instantanées, les emails, la communication, elle est directe, elle dépasse les frontières et les vidéoconférences ont révolutionné aussi la communication dans le milieu du travail. Alors après, l'accès à l'information, c'est pareil. Avant, on devait acheter 10 revues, 4 bouquins. Maintenant, pour se renseigner et pour cerner un sujet, aujourd'hui, Internet est intarissable sur tous les domaines, même s'il faut faire très attention à faire le tri dans les informations que l'on récolte. Oui, vous parlez de la poste, pas sûr qu'il y ait, grâce à Internet, moins de timbrés. L'homme version 2018 semble bien profiter de tous ces changements. Ça lui facilite la vie, on est d'accord. Ça lui facilite tout, sa façon de consommer. Et puis regardez les démarches administratives sur Internet, c'est radical. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer. On peut déclarer ses revenus, expédier une lettre, demander un acte de naissance, autant de démarches qui font qu'on peut rester tranquillement derrière son ordinateur. Et puis la politique, c'est pareil. Laurent, regardez, 3 milliards d'êtres humains. Forcément, Internet devient éminemment politique et on va pouvoir signer des pétitions, s'investir dans des thématiques, des sujets. On l'a vu ces derniers temps, évidemment, avec la révolution arabe, avec le mouvement Anonymous, avec MeToo, avec Balance ton port, avec tout ça. Internet, aujourd'hui, est au cœur de nos vies, fait la révolution, a changé nos vies et c'est pas prêt de s'arrêter. Remarque très judicieuse. Merci beaucoup, Julia. Changement de cap, direction maintenant l'Afrique où les opportunités sont de plus en plus nombreuses. Alors, tout reste à faire ou presque. C'est donc un cadre idéal pour se lancer dans de nouvelles aventures. Bonjour, Marc. Après le rêve américain, place maintenant au rêve africain ? Et oui, effectivement, bonjour Laurent. En Afrique, comme ailleurs, la vie réserve parfois des surprises avec des virages, on peut le dire, déroutants. Alors on a choisi de vous parler d'une catégorie de personnes de plus en plus nombreuses en Afrique de l'Ouest notamment. On les appelle ici les répats. Ce sont un peu les expatriés à l'envers. C'est-à-dire que ce sont des Africains ou des personnes d'origine africaine qui ont choisi de revenir dans leur pays ou dans le pays de leurs parents pour des raisons professionnelles ou tout simplement pour être plus près de leurs racines. Ils sont souvent diplômés en Europe ou aux États-Unis. Ils y ont une vie très confortable et pourtant ils choisissent de tout lâcher du jour au lendemain. Alors il n'y a pas de chiffres pour quantifier ce phénomène, mais il est de plus en plus important et il touche de nombreux pays en Afrique de l'Ouest. On a rencontré ici même au Sénégal ce couple
de jeunes personnes d'origine sénégalaise qui vivaient dans le froid au Canada et qui a choisi de revenir ici sous le soleil de Dakar. Un bouleversement à bien des égards. Regardez ce reportage d'Antoine Husser, de Sylvain Barral, d'Aurélie Fontaine et de Papsec. C'est un retour aux origines, un retour au pays, le Sénégal, pour Karel et Olivier. Retrouver l'Afrique, mais surtout leurs amis et la famille. Après quelques années passées au Canada et son climat différent. J'ai un mauvais souvenir avec la neige, quand je vois la neige. Mais non, mais ça me rappelle ça, c'est nos 2 années à Montréal, quand on était dans l'hiver. On est vraiment venus ici à l'aventure. On n'avait pas d'emploi, on n'avait pas de logement, on avait quelques amis. Alors ils se sont lancés dans ce projet, au départ un peu fou. Ils ont troqué leur vie américaine avec un défi professionnel aussi. Honnêtement, quand j'ai rencontré Olivier, je savais faire 4 recettes. Elle sait cuisiner, Karel. Elle a fait un blog de cuisine. Elle montre aux gens comment cuisiner. Moi, j'ai jamais mangé son sandwich. À la grande surprise de leurs amis, ils ont créé un blog sur Internet pour vivre de leur passion, la cuisine, avec des recettes inspirées de leur voyage, mélangeant les cultures des pays traversés. Chaque matin, en se rendant au grand marché de Dakar, on prend le melon et on prend l'avocat. ils glanent de quoi inventer les plats qui seront très vite mis en ligne. Merci. Je l'ai filmé en ralenti, je mets des effets, je vais dire qu'on est à Dakar par exemple, et montrer qu'on est au marché en train de faire les courses. Les gens suivent beaucoup Karel, certes pour sa cuisine, mais aussi pour son quotidien. Bonjour. Vous allez bien? Alors, on cherche des cacahuètes. Chaque échoppe est un prétexte pour des recettes avec les produits du pays, toujours sous l'objectif d'Olivier. D'accord, vous vendez ça combien? Ça à 1000 francs, toi, je te fais un bon prix. Je vais faire un moelleux au chocolat, un genre de brownie, où je vais mettre ça dessus. Et en fait, je l'ai testé une fois et c'était super bon. Donc je pense que je vais retester, mais avec ce type de cacahuètes. On va essayer. Ok, juste sans découper, poser. Pas de temps à perdre, même en chemin les plats se dessinent. De retour en cuisine, Karel installe ses ingrédients et met en scène tout le processus. C'est ça son entreprise. Bien évidemment, ce qui fait qu'aujourd'hui, on décide de tout laisser pour se consacrer à la passion, il y a bien évidemment une question financière. Et le mélange semble avoir bien pris. La pâte est prête. Les brownies apparaissent avec les fameuses arachides sucrées du Sénégal, juste avant la cuisson. Au four. La mise en ligne est quasi immédiate. Il faut alimenter aussi l'appétit des internautes, de plus en plus nombreux à suivre leur blog. Et aujourd'hui, après 4 ans de travail, on est à plus de 150 000 vues sur le site mensuellement. Et on s'amuse en fait. Donc concrètement aujourd'hui, moi je n'ai pas l'impression de travailler. Alors aucun doute, ne leur demandez surtout pas s'ils préféreraient retourner à leur vie de bureau, là-bas, dans leur cabane au Canada. Posté. C'est bon. Merci beaucoup, merci Marc, et bien sûr, à bientôt, on compte sur vous. Alors, retour chez nous à présent avec Anissa Arfaoui. On va voir si les Français sont adeptes du changement de vie. Alors, Anissa, on a la bougeotte ou pas vraiment? Oui, 7 Français sur 10 envisagent de changer de vie, selon une étude signée Opinionway et réalisée en 2015. Parmi eux, vous en avez 20% qui y pensent fréquemment. Cette envie est plus forte chez les femmes et chez les actifs âgés de 35 à 49 ans. Maintenant, il faut savoir qu'il y a différentes façons de changer de vie. Vous avez la façon radicale qui consiste à prendre sa valise, changer de ville, de pays, voire de continent. Et vous avez le changement de vie professionnel. À ce sujet, il y a une autre étude réalisée par l'Institut de sondage Odoxa, assez récente puisqu'elle date de juin 2017, et qui affirme que 50% de leurs sondés affirment avoir franchi le pas du changement de vie professionnel. Donc on peut répondre que oui, c'est sûr et certain, les Français sont adeptes du changement de vie. Et c'est quoi les motivations, généralement? Alors, si on reste par exemple sur le point de vue professionnel, l'exemple professionnel, alors qui est entre guillemets le plus simple à mettre en œuvre. Je vais vous donner un exemple, une fois n'est pas coutume, l'exemple d'une personne que j'ai rencontrée lors d'un tournage dans une formation de tanneur de cuir. Il s'agissait d'un homme qui venait de la finance, donc il était trader à la Défense, une quarantaine d'années, archétype de celui qui a réussi sa vie, dit-on. Sauf qu'en fait pour lui, sa vie, il ne l'avait pas du tout réussi, il avait même
carrément raté et il en était très malheureux. Tanneur de cuir, c'était un rêve d'enfance, une profession qu'il a toujours voulu faire, mais son problème, c'est qu'il était très bon à l'école. Il était tellement bon qu'à aucun moment on l'a laissé s'insérer dans la spécialisation qu'il souhaitait. De fil en aiguille, il finit dans le système bancaire, jusqu'au jour où il décide de tout plaquer pour tout recommencer. C'est un exemple de changement de vie, mais un exemple qui est très représentatif de ce qui se passe dans la tête de tous ceux qui franchissent le pas. Autrement dit, il y a une forme de formatage dans lequel on vit, qui commence très tôt, formatage dans notre société, des cases où, à l'école par exemple, on ne va pas vous mettre dans une case selon vos envies, mais selon vos résultats scolaires. Et en fait, ces cases, au fur et à mesure, ce sont des cases dont il est difficile de sortir. Jusqu'à, il y a une petite vingtaine d'années, où là, enfin, l'envie est assumée, suit l'action, et très rapidement, tout s'accélère. Aujourd'hui, vous avez des millions de Français qui ont écouté leur petite voix intérieure et qui ont changé de vie. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années pour que cette mode débarque chez nous? C'est le contexte général, économique, l'insécurité, je sais pas. Alors c'est un petit peu tout ça. Ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années déjà, c'est que en fait auparavant il y avait une cohérence parfaite, si vous voulez, entre les études que vous réalisiez et le boulot que vous trouviez. C'était tout assez cohérent. Jusque dans les années 80, il se passe quoi? Le chômage de masse. Le chômage de masse vient tout chambouler. Les Français s'adaptent et vont finir finalement par trouver des professions qui ne sont pas très liées à leur formation initiale. Ça c'est pour le premier point. Vient le deuxième point qui est l'américanisation de la société française. Autrement dit, on a adopté le modèle économique et puis un petit peu de l'esprit. Et vous savez, ce fameux American Dream où tout est possible, tout plaquer pour tout recommencer, quelle que soit votre condition sociale, quel que soit votre âge, il suffit d'avoir envie, allez-y, foncez, tout est bon. Eh bien, il semble que la formule ait été actée en France aussi. Et alors, quand ils plaquent tout, ils vont où? Ils font quoi? Alors déjà, il faut savoir que le nombre de Français, de personnes inscrites au registre mondial des Français établis hors de France a augmenté de 30% au cours des 10 dernières années. C'est absolument énorme. Alors ils partent où? Les Français, ils partent en Suisse, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne et au Canada essentiellement. Sinon, pour ceux qui ne vont pas quitter la France, il s'agit surtout de citadins qui vont partir à la campagne, au calme, au vert, n'est-ce pas? Et sinon, dans le sud de la France, évidemment, où le climat reste très attractif. Ensuite, pour le changement professionnel, vous avez en pôle position les métiers du numérique qui attirent énormément de gens en reconversion professionnelle et en changement de vie, et sinon les métiers manuels comme évidemment l'artisanat. Juste un dernier mot pour terminer, et surtout pour ceux qui éventuellement se posent la question, qui aimeraient changer de vie et qui ne savent pas par où commencer, sachez que chaque année au mois d'octobre, il y a un salon qui s'appelle Parcours France et où une centaine de territoires vient à la rencontre du public pour proposer des offres d'emploi et des possibilités. Ça peut changer la donne et vous booster. Bien ça, très intéressant. Merci beaucoup Anissa. Alors, pour la dernière étape, nous repartons en Asie où le changement de vie peut prendre un tournant encore plus radical puisque certaines personnes n'hésitent pas à changer de sexe. Bonjour Arnaud, est-ce qu'il y a un pays particulièrement concerné par ce genre d'opération? Oui, bonjour Laurent. Alors en effet, quel changement radical que celui de changer de sexe. En Asie, l'ONU estime qu'il y a 9 millions de personnes transsexuelles ou transgenres. Alors toutes n'ont pas franchi le Rubicon. Alors pour répondre à votre question, la capitale du changement de sexe, elle se trouve au Pays du Sourire, en Thaïlande, à Bangkok. C'est là où l'on trouve le plus de cliniques spécialisées. C'est là aussi où il y a le plus de chirurgiens spécialisés dans cette opération délicate. Alors l'un d'eux, le docteur Tep, qui fait ça depuis à peu près 30 ans et qui enchaîne les opérations, nous a ouvert les portes de sa clinique. C'est un reportage de Justine Jankowski et de Gaël Caron. Regardez. S'il est une ville pour changer de vie, c'est Bangkok. J'ai décidé de changer de sexe pour être une femme autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elti est une femme depuis 3 ans. Aujourd'hui, avec son ami Sun, elle peut enfin acheter du maquillage sans complexe. Avant, quand j'étais un garçon, je n'osais pas venir acheter du maquillage. Les gens me regardaient bizarrement. Maintenant, les vendeurs viennent me voir, ils me demandent même des conseils. Une femme totalement libérée. Pour en arriver là, elle a dû se faire opérer dans l'une de ses cliniques. À Bangkok, elles sont nombreuses. Elles ont pignon sur rue, comme celle-ci. La clinique Pratunam est dirigée par ce chirurgien, le docteur Tep. Tous les matins, dès 8h, il est sur le pont. Le docteur Tep est l'homme qui change des vies.
Je commence très tôt tous les jours. Je mange et je vais directement opérer. Puis je recommence. Il réalise 4 opérations par jour depuis 30 ans. On vient de partout pour se faire opérer par le docteur Tep. Ly est vietnamienne. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je n'ai pas peur. C'est le jour le plus excitant de toute ma vie. Dernière embrassade avant opération. Allez, on se détend, madame. Ça va bien se passer. La réassignation sexuelle, c'est le nom de l'intervention, se fait évidemment sous anesthésie générale. Pour le chirurgien, c'est la routine. Il a 5000 opérations sous son bistouri. Évidemment, on fait en sorte que ça ressemble le plus possible à un sexe féminin. C'est ça l'intérêt. L'opération va durer 2 heures. En Thaïlande, transsexuels ou transgenres représentent 2% de la population, soit 1 million de ladyboys, filles-garçons en français ou encore katoy. Toutes se veulent femmes, toutes n'ont pas changé de sexe. L'opération coûte 1 800 € tout de même. C'est avec une assiette de nouilles que le docteur Tep termine sa journée. Lui ne changerait de vie pour rien au monde. La plupart des transsexuels veulent devenir la femme parfaite. Certains n'arrivent pas à changer de sexe et vont même jusqu'à se suicider. LTL a réalisé son rêve et ne regrette rien de sa vie de garçon. La seule trace qu'il en reste est sur sa carte d'identité. J'espère vraiment que l'État nous autorisera bientôt à changer notre genre sur les papiers. La dernière étape de son changement de vie. Et Arnaud, pour le regard des autres, ça donne quoi ? Alors pour LT, ça n'a pas été simple. Par exemple, elle vient d'un village du centre de la Thaïlande et déjà, elle nous racontait qu'à l'âge de 12 ans, elle se sentait femme, pensait déjà à son opération, n'aimait pas les sports de garçons et son père avait du mal à l'accepter jusqu'au jour où elle s'est inscrite dans un concours de beauté, Miss Tiffany, pour transgenre, très connu en Thaïlande. Et c'est un concours qu'elle a remporté. Et à partir de ce jour-là, son père, très ému, finalement ne la présentait plus à ses amis comme son garçon, mais comme sa fille. Elle avait 18 ans. Mais vous savez, la Thaïlande est un pays libéral, mais qui a certains aspects conservateurs. Vous avez vu, l'administration ne reconnaît pas le changement de sexe, comme d'autres pays, l'Inde ou Taïwan. Et sur ses papiers d'identité, sur l'état civil, c'est toujours un monsieur. Et pour les opérations, pour le changement de sexe, c'est effectivement plus simple en Thaïlande qu'ailleurs ? Bangkok est un haut lieu du tourisme médical. En quelques mois, l'affaire est réglée. Ça prend 3 mois, alors que dans des pays comme la France ou aux États-Unis, ça prend 2 ans, voire plus. Et puis surtout, il y a des hôpitaux spécialisés, des chirurgiens spécialisés, et puis un prix imbattable, 1 800 €. Merci beaucoup Arnaud, à très très bientôt. Notre émission touche à sa fin. Merci bien sûr à nos 4 correspondants de nous avoir fait découvrir ces reconversions des plus étonnantes, avouez-le. Vive le changement. La semaine prochaine, autre thème, on retournera sur les bancs de la fac. Les études supérieures seront effectivement à l'honneur. Comment intègre-t-on les grandes universités dans les autres pays ? Quel est le taux de réussite aux examens ? C'est important. Et combien ça coûte ? Eh oui. Bref, à quoi ressemble le système éducatif ailleurs dans le monde ? Réponse samedi prochain. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve bien sûr dès lundi à 6h30. En attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. C'est notre petit bonus du jour, notre cadeau. Très bon week-end à tous. Fromager qui lui a dit j'aimerais bien vendre plus de fromage en janvier. Comment ? En mettant une fève dans mon fromage. Ah ouais. Donc c'est chose faite. Regardez, il a fait le premier camembert des rois. Voilà, et ça peut lui rapporter effectivement de la galette, comme on dit. Merci Laura. Il faut savoir que la plupart des acteurs sont de vrais agriculteurs, de vrais éleveurs campés par des habitants de ce joli... Les vaches sont toutes nues, elles ont de jolies taches. C'est un film superbe qui rend hommage à ce métier d'agriculteur ô combien difficile. Ce James Bond, ce vrai monsieur James Bond qui est né, prénom James, nom Bond, le voilà. Regardez comme il est beau. Il est beau parce qu'il a un nœud papillon, évidemment. Ensuite, parce qu'il est avec ses oiseaux. Il adore ça et il va écrire le guide des oiseaux des Indes occidentales. Je t'aime quand tu es près de moi. Je t'aime quand tu n'es pas là. Je pense à toi. Je rêve que je te fais tout